Alors, j'avais prévu de commencer en disant bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vous salue. En tout cas, je suis contente de rencontrer des jeunes professeurs. Moi, ça fait 33 ans que j'enseigne. Oui, on peut tenir 33 ans et je tiendrai encore quelques années et toujours avec autant de bonheur. Donc, moi, je suis tombée dans la bioéthique par une rencontre heureuse avec une professeure de l'espace éthique, Françoise Claels-Drapeau, qui m'a emmenée écouter des conférences de bioéthique où j'ai rencontré Emmanuel Hirsch, le directeur de l'espace éthique, qui a évoqué la possibilité d'une... Est-ce que c'est correct pour le son ? Alors, c'est comme ça, c'est bon ? Voilà. C'est technique, hein. Donc, j'ai rencontré Emmanuel Hirsch qui a évoqué la possibilité d'un partenariat entre le lycée Henri IV où j'enseigne la philosophie et l'espace éthique. Alors, ce partenariat, il n'est pas unique puisqu'il y a déjà un partenariat avec le rectorat de Créteil, avec le lycée Pierre-Gilles de Gênes, avec des universités. Donc, effectivement, j'étais absolument ravie de cette opportunité puisque les questions de bioéthique, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. C'était fin 2017, en janvier 2018, on a commencé à organiser un atelier autour de la révision de la loi de bioéthique et les élèves ont choisi, puisque je crois que c'est très important que les élèves choisissent les questions autour desquelles ils veulent travailler, la PMA, la GPA, l'accès aux origines. Nous sommes constitués en ateliers, il y avait des premières et des terminales de toutes les sections. Alors, L, ES et S, souvenez-vous de cela parce que l'an prochain, ça sera la dernière année où nous aurons ces sections, donc ça sera les dinosaures, les anciens littéraires, économistes et scientifiques. Donc c'était un mélange excessivement harmonieux et 2 professeurs de biologie se sont joints à nous, précisément parce que je crois que c'est une matière, si on peut dire que la bioéthique est une matière, je crois que c'est une matière qui se fond avec toutes les matières, je le dirai plus loin, qu'il est passionné aussi, on a fait un merveilleux travail à 3 mains. Le but, c'était de créer d'abord une journée de la bioéthique à Henri IV en juin. Nous avons effectivement réussi à créer toute une journée où les élèves ont réussi, sur chaque question qu'ils avaient choisie, à inviter des intervenants, à les interviewer, à donner effectivement leur méthode de travail, leurs résultats et proposer pour la révision de la loi de bioéthique des possibilités. Et toute l'année, nous sommes allés aux différents débats de bioéthique, notamment à Sciences Po, mais aussi à la mairie du 4e et à l'Assemblée. Et pour eux, ça a été un véritable bol d'air. Et il n'y en a pas un seul qui manquait à l'appel. Cette année, à la mairie du 4e, alors que cette année, donc les anciens de l'an dernier sont déjà en prépa à Sciences Po, en école d'art, ils sont tous revenus à la mairie du 4e pour redonner une synthèse du travail qu'ils avaient mené en terminale, ce qui prouve à quel point, quand on tombe dans la bioéthique, pour les élèves, c'est vraiment un goût qui reste. Et je crois que ça les a marqués. Et encore aujourd'hui, à distance, ils interviennent dans l'atelier de cette année, puisque cette année, nous continuons au lycée Henri IV le partenariat avec l'espace éthique autour de la notion de consentement. Là encore, ce sont les élèves qui ont choisi. Et là encore, toute section confondus. Nous sommes à 40 élèves, nous n'avons pas pu augmenter parce que les salles qui nous accueillent sont limitées, mais réellement, il y a un goût pour cet atelier de bioéthique qui nous enthousiasme et également hors les murs, puisque demain, nous allons avec les élèves à la conférence sur les pratiques coercitives en psychiatrie, puisque la notion de consentement, c'est aussi, ça sera d'ailleurs le premier atelier qu'on mènera, sur la privation de liberté en hôpital psychiatrique, puisque eux, ça les concerne. Et si vous voulez mener des ateliers de bioéthique, posez-vous la question, est-ce que ça concerne les élèves à qui je vais parler? Or, ils ont des amis,
tous à peu près, qui ont fait des dépressions, qui ont fait des anorexies et qui sont retrouvés du jour au lendemain en privation de liberté. Et c'est vraiment quelque chose qui les interroge beaucoup. Pour les EHPAD, l'idée ne vient pas de moi non plus. Ils ont des grands-parents, beaucoup qui sont en institut, et ils sont très étonnés qu'il y ait dans les EHPAD des services fermés où des personnes, sans savoir pourquoi et sans leur consentement, se retrouvent avec l'impossibilité de prendre les escaliers ou de prendre un ascenseur. Et ça, réellement, pour eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir jusqu'où la sécurité peut justifier la privation de liberté. C'est quelque chose qui les inquiète énormément. Cette année, ils veulent également travailler sur la notion de maltraitance aux plus vulnérables, là encore dans la perspective du consentement. Donc les plus vulnérables, ça peut être effectivement, comme on a vu tout à l'heure, les personnes âgées, les personnes qui sont en psychiatrie, mais tout simplement les enfants, les malades, voire les migrants, les personnes qui n'ont pas accès à la connaissance de leurs droits ou à l'usage de leurs droits. On a aussi un atelier autour du don d'organes. Et là, de façon un petit peu étonnante, les élèves sont tout à fait étonnés que certaines personnes puissent dire non d'avance à un don d'organes qui pourrait sauver une autre personne. Et je dois avouer qu'il faut vraiment les tenir parce que selon eux, effectivement, on devrait se passer du consentement. Alors on a encore quelques mois pour travailler, mais c'est vrai que pour eux, ils ont du mal à comprendre qu'on puisse dire à ma mort, je veux garder mon corps pour moi. Donc ça nous permet de travailler toujours avec les profs de biologie sur la notion de corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Est-ce que mon corps m'appartient? Par exemple, la question des vaccins, est-ce que je peux dire je ne veux pas de vaccin? De mon vivant, mais au-delà, effectivement, quand je serai mort, est-ce que mon corps m'appartiendra encore? Ce qui est le principe, effectivement, des directives anticipées pour le don d'organes. Et là, ils ont beaucoup de mal à se projeter dans un refus éventuel. Ils ont une espèce de générosité qui font que pour eux, le plus important, c'est de sauver des vies. Et à quel moment le refus de consentement peut être quelque part, je vais être un petit peu dur, mais selon leurs mots, une condamnation à mort. Alors la question de l'expérimentation médicale, on l'a travaillée, et cette fois-ci avec d'autres collègues qui sont les collègues d'histoire, puisque on a commencé à travailler la notion de consentement grâce aux documents d'ailleurs fournis par l'Espace éthique, à partir du code de Nuremberg, de la notion de consentement, puis d'assentiment pour les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement. Et les élèves, même s'ils connaissent la Shoah, découvrent un petit peu les expériences nombreuses, mais aussi les euthanasies, je ne sais pas si le « e » dans ce cas-là est bienvenu, qui ont été pratiquées en masse sur les personnes vulnérables. Et ces expériences qui ont également été menées dans d'autres pays, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, posent une question plus générale qui est effectivement qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur mon corps pour le bien de l'humanité ? Ce qui n'était pas le cas, effectivement, chez ceux qui étaient traînés en procès à Nuremberg, mais quand bien même il s'agirait de sauver l'humanité, est-ce qu'on a le droit de pratiquer sur moi, sans mon consentement, à n'importe quelle expérience? Et si je ne suis pas en état de donner mon consentement, alors, effectivement, est-ce que tous les droits sont accordés à l'équipe médicale? Et enfin, quelque chose qui les passionne, c'est le refus de soins. Il y en a un certain nombre en S qui veulent devenir médecins. Et la question du refus de soins, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de personnes qui arrivent, par exemple, aux urgences et qui disent moi, je ne veux pas être opérée, je ne veux pas être transférée, je ne veux pas être transfusée, je pars, ou tout simplement, je décide aujourd'hui d'arrêter mon traitement de chimiothérapie, d'antibiotiques, et j'en ai assez, je m'en vais. Donc effectivement, ça c'est un vrai problème. Ils ont beaucoup de mal à admettre qu'on doit respecter le consentement d'une personne qui dit « ma vie m'appartient et c'est à moi de décider du moment où je veux l'arrêter, mais aussi de comment je veux la vivre ». Et ça, ils ont beaucoup de mal à admettre que la non-assistance à personne en danger s'arrête quand la personne dit « laissez-moi en danger ». Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'une personne qui dit « laissez-moi en danger ». Et vis-à-vis des professeurs, vous aurez souvent ce problème. Parce que vous avez des élèves, vous verrez très très vite, il y a des élèves qui sont
en danger, pour des raisons qui peuvent être psychiques, pour des raisons qui peuvent être physiques. Et qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces élèves-là? Effectivement, alors on a le devoir de signalement, mais quand on essaye de parler avec eux ou de rencontrer leurs parents, quelquefois, on est face effectivement à un refus global qui est effectivement, mais moi ma vie je la mène comme je l'entends. Quand les élèves sont majeurs, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça ne s'adresse pas seulement aux médecins, mais je crois aux citoyens en général, puisque c'est bien ça qui est visé. Alors, j'avais prévu de vous faire un beau plan en 3 parties, parce que je suis une bonne élève. Vous verrez que les professeurs, les futurs professeurs, nous restons d'éternels bons élèves. Alors, je vais faire vite quand même, puisque, ceci dit, non, après tout, vous avez droit au meilleur. Donc, les questions, c'était, parce qu'on vient en vous disant, chouette, on va vous apprendre à faire de la bioéthique avec vos futurs élèves, et vous dites, on veut encore me rajouter une matière. Et finalement, qu'est-ce qui pourrait vous donner envie ou vous motiver dans l'idée que travailler la bioéthique, se former en bioéthique, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Personnellement, je vais avoir 60 ans, je trouve que ça a changé ma façon d'enseigner, ça je vous en dirai 2 mots, ça a changé mon rapport aux élèves. Et je pense que pour de jeunes professeurs, ça peut être quelque chose de très important. Donc, ces 3 points, ce sera d'abord, est-ce que la bioéthique peut être considérée comme une nouvelle matière qu'on voudrait vous rajouter parmi tout ce que vous avez à faire? Et est-ce que c'est plus de travail? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous rajouter encore plus de travail, alors que, effectivement, aujourd'hui, on sait que le travail du professeur est un travail qui est très lourd. D'autre part, en quoi est-ce que ça va aider les élèves? En quoi ça va être un apport dans ce que vous allez faire avec les élèves? Et en quoi ça va vous aider, vous, dans votre pratique de l'enseignement? Et puis un dernier point, vous, en tant que personne, et pas seulement en tant que professeur, en quoi est-ce que ça peut être un plus dans votre conception du sens que vous donnez à votre travail, mais aussi à votre vie en tant que citoyen? Alors, rajouter une matière, ça, absolument pas. Mes collègues d'histoire, mes collègues de SVT et moi-même, on n'a pas du tout le sentiment d'avoir rajouté une matière, une corde à notre arc, tout simplement parce que la bioéthique, de toute façon, vous allez l'aborder quelle que soit votre matière. En histoire, on a vu effectivement la Shoah qui est au programme de première, la question du code de Nuremberg. En SVT, c'est une évidence, on travaille sur le génome, sur les interventions sur le génome, sur le fait effectivement qu'on puisse connaître, qu'on puisse avoir accès à des données de votre patrimoine génétique. En physique, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. En informatique, c'est la protection des données. Et puis en lettres, n'en parlons pas, parce qu'effectivement, à travers la littérature, je crois que tous les thèmes de la bioéthique sont abordés. D'autre part, je crois que les questions de bioéthique, de toute façon, vous y serez confrontés de la part des élèves. Il faudra savoir y répondre. Et je vais vous donner 2 exemples. Je n'ai pas toujours été professeur à Henri IV. Il y a une vie avant Henri IV, puisque pour arriver à Henri IV, comment on fait? On devient vieux. On devient vieux, on a des points et on arrive à Henri IV. Et avant, bien comme tous les professeurs, et d'ailleurs dans de bons lycées, j'ai été en banlieue, j'ai été dans des lycées techniques, et je voulais vous rapporter 2 expériences. La première, c'était une petite élève, très gentille d'ailleurs, de SMS. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, c'est sciences médico-sociales. Ça forme des élèves qui vont être aides-soignantes, infirmières, ou si effectivement elles arrivent à avoir un niveau suffisant en bio et en maths, elles peuvent devenir kiné, voire effectivement envisager d'être sage-femme. Et l'une de ces petites, on parlait du statut, effectivement, de la liberté de chacun de déterminer sa sexualité, et elle me dit, mais pas du tout de façon agressive. Moi, si j'ai un fils homo, je le tue. Alors, c'était pas agressif, pourquoi? Parce que cette petite l'a dit. Ce qui aurait été grave, c'est qu'elle le pense, parce qu'elle le pensait, mais qu'elle ne le dise pas. Si elle l'a dit, c'est qu'elle avait envie que ça vienne sur le débat. En plus, comme elle était intelligente, qu'elle me connaissait quand même un petit peu, elle se doutait que je n'allais pas lui dire « Eh bien, moi aussi, bravo ». Donc, ce qu'elle était en train de faire, c'était effectivement, non pas de provoquer, mais de dire « Voilà ce que je pense, on en fait quoi ?»
Et on en fait quoi? Eh bien, effectivement, on essaye de dire, ok, on accepte cette parole, on accepte ce point de vue. Maintenant, effectivement, pourquoi? Et cette jeune fille m'a répondu, parce que ça sera un taré, c'est contre nature. Alors, on a été voir du côté de la nature. Alors, il y a un type formidable qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui écrit des histoires naturelles et qui, justement, pour pouvoir démonter toutes ces histoires, nous montre effectivement que tout est dans la nature. Vous avez déjà entendu parler du mâle de la Baudroie? Alors, est-ce que vous voulez connaître l'histoire du mâle de la Baudroie? C'est une jolie histoire. Bon. Souvent, vos élèves vont vous dire que ce qui est naturel, c'est que les hommes sont plus forts que les femmes et que dans la nature, les mâles dominent les femmes et donc c'est normal, effectivement, qu'on puisse jouer un petit peu ce qu'on appelle dans les collèges les cacous. Bon. Eh bien non. Dans la nature, il n'y a pas de cacou. Et Stephen Jay Gould raconte notamment dans ses histoires naturelles l'histoire de la Baudroie. La Baudroie, c'est le poisson dont vous ne verrez jamais la tête parce que réellement, la Baudroie, elle a une sale tête. C'est délicieux, mais sur l'étal des poissonniers, on lui coupe la tête parce qu'elle a trop de dents. Bon. Et on n'avait jamais vu le mâle de la Baudroie. Mystère. Alors on se dit, est-ce que c'est un poisson qui change de sexe? Est-ce qu'on a cherché, et puis non seulement elle a une sale tête, la Baudroie, mais en plus elle a des pustules absolument horribles, et notamment toujours une grosse pustule. Et un jour, on s'est intéressé à cette pustule, et bingo, on a trouvé le mâle. Donc c'est vrai que là, la domination du mâle sur la femelle, le mâle est donc réduit à cette espèce d'organes reproducteurs qui se greffent, qui s'enquistent dans le corps de la femelle. Alors ce genre de petite histoire, d'abord ça fait rire les élèves. Et quand ils commencent à rire, ils sont beaucoup moins sérieux, ils arrêtent de vouloir tuer tous leurs enfants homosexuels, ils se radoucissent. Et deuxièmement, ça décale un petit peu le sujet et ça vous permet de reprendre. Alors qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la nature? Est-ce que finalement dans les civilisations, il y a eu des civilisations où l'homosexualité c'était pas un drame, ça tombe bien, on travaille sur Platon, on travaille sur la Grèce. Finalement là l'homosexualité c'était se dire les hommes sont tellement mieux que les femmes c'est bien pour faire des enfants, mais l'amour, le vrai, c'est quand même entre hommes parce que les hommes, il n'y a que ça de vrai. Et finalement, on arrive à débattre tranquillement, avec de l'humour, et on arrive à évoquer des choses qui sont plutôt difficiles, et puis on passe un petit peu effectivement par le fait que les homosexuels avec l'étoile rose, ils en ont bavé aussi, parce que l'éradication effectivement de ceux qu'on jugeait anormaux, eh bien ça a été quelque chose d'épouvantable, et ça l'est toujours, malheureusement, et dans beaucoup de pays. Donc, de l'histoire, de la biologie, de la réflexion, de la philo, de l'humour, de la bonne volonté parce que les élèves adorent finalement dialoguer, qu'on leur donne la parole et ils sont tout prêts. Alors est-ce que cette petite a changé d'avis? Pas complètement, mais elle a entendu. Et je me dis que quand on entend quelque chose, ça travaille. Donc j'espère que si elle a eu depuis, parce que ça fait longtemps, des enfants et que l'un d'eux a choisi d'être homosexuel, elle le dorlote et elle continue de penser que quand même, mais que ça se passe très très bien. Un autre exemple, effectivement, c'était toujours dans une classe de SMS. J'ai été pendant 10 ans dans un lycée technique et une petite jeune fille, on parlait effectivement du fait que nos sociétés ont tendance à cacher la vieillesse parce que ça ne correspond pas aux normes et à créer des instituts qui sont un petit peu sans lien réel avec la vie politique, la vie artistique, la vie culturelle. Et une petite me dit, nous les vieux, on les garde et vous les collez en hospice. Et ça, c'est une question bioéthique, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces vulnérabilités? Et ce qui était important, c'est que cette petite, elle apportait finalement une expérience. Elle apportait déjà un début de réflexion. Ce qui pour elle était effectivement, vous êtes les méchants, nous on est les gentils. Mais elle disait quelque chose de très vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas de fatalité dans le traitement.
Et il fallait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on traite les gens comme on les traite? Donc on a travaillé sur la famille, on a fait intervenir le prof d'histoire. Qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce que c'était que la famille au Moyen-Âge? Qu'est-ce que c'était que la famille dans le monde bourgeois, dans le monde paysan? Et qu'est-ce que c'est que cette famille nucléaire à laquelle on est arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui peut encore évoluer? Donc cette parole, elle n'est pas restée lettre morte, et c'est quelque chose dont on a fait quelque chose et qui finalement a été très profitable à tout le monde. Et puis, alors bon, je ne vais pas donner tous les exemples, mais on peut aborder la question de la violence, la question du harcèlement, la question de l'obéissance qu'on doit à sa famille, éventuellement à ses professeurs. Mais ça, c'est de la démagogie, parce que faut qu'ils nous obéissent quand même. Et je crois que c'est vraiment un espace où l'élève a l'impression d'être compétent. Il est sachant. Un élève, c'est un idiot. Il sait rien, nous sommes là pour l'éclairer. En bioéthique, il vient avec son expérience qui est parfois beaucoup plus riche que la nôtre. Quand j'avais dans ces sections des élèves qui me disaient « Oui, moi j'ai d'abord fait un CAP, puis ensuite j'ai été en lycée technique et j'étais aide-soignante et j'ai aidé des dames pour la toilette et qu'est-ce que je fais quand elles me disent « Je veux pas me laver ?» Ben moi ça me pose problème parce que ça je ne le connais pas et je les écoute. Et c'est pas une position feinte parce que leur expérience là, c'est une expérience de sachant vis-à-vis de moi, et ça inverse beaucoup les rôles. Et ça, je crois que dans le deuxième point que je voulais évoquer, qu'est-ce que ça apporte et à l'élève et à l'enseignant? Eh bien, l'élève se découvre des capacités. Et notamment dans ces ateliers, ce qui est étonnant, c'est que j'y retrouve des élèves qui sont très mal à l'aise à l'écrit, puisque, y compris Henri IV, vous avez des élèves qui sont excellents en mathématiques, mais dès qu'il s'agit de prendre la parole ou de faire une dissertation, ils sont dans une paralysie totale. Eh bien, je retrouve des élèves qui ne sont pas du tout les plus brillants dans les cours dits classiques, mais qui ont une expérience et qui, là, sont en position de sachant et qui disent des choses tout à fait fondamentales. Et je peux vous assurer que ça pose le respect vis-à-vis de leurs camarades. Le plus difficile quand on a une classe et qu'on veut organiser un débat, c'est que c'est la partie de catch. Tout le monde parle en même temps et veut faire taire les autres. Il faut dire qu'à la télévision, ils en ont le modèle. Dans ces ateliers de bioéthique, il y a une espèce de parole qui attend celle des autres. Alors bien sûr, on commence à poser les règles de débat. On dit, la première chose à faire dans l'éthique de la discussion, dans l'éthique du débat, c'est que vous prenez la parole, on vous la laisse, on vous écoute. Si dans un atelier, il y en a un seul qui parle, on l'écoutera jusqu'au bout. Alors bien sûr, ça les démange, mais ce sont les règles du jeu. Et très vite, ils s'y prennent. Et c'est un autre type de relation à l'autre. On le laisse parler longtemps, on l'écoute, on lui pose des questions. Et ça crée aussi d'autres liens entre les camarades, et je peux vous assurer, à la mairie du 4e, en conclusion, la dernière jeune fille qui a parlé, je ne sais pas s'ils s'en souviennent ceux qui étaient là, c'est une petite jeune fille qui est d'une timidité extrême, qui a d'énormes problèmes familiaux et qui était presque en larmes en disant j'ai pu me poser là des questions que je n'aurais pas pu me poser ailleurs. En fait, elle se les posait tout à fait, mais elle n'avait pas d'espace où elle pouvait les dire. Et réellement pour elle, ça a été d'une importance tout à fait capitale. Et puis, il y a aussi cette possibilité d'avoir un projet transversal avec les collègues. Or, ce dont on risque de souffrir, et surtout quand on est jeune prof et qu'on passe de lycée en lycée, c'est de solitude. Alors bien sûr, on a ces élèves, il y a des rapports formidables avec les élèves, mais on se sent effectivement un petit peu démuni dans sa matière. Et créer des projets communs, c'est toujours quelque chose de formidable. Et vis-à-vis d'une classe, quand la classe sait qu'il y a un projet commun et transversal envers les professeurs, ça change aussi l'ambiance dans la classe et l'attitude de toute la classe, et ça crée des rapports qui sont absolument unique. Alors, est-ce que ça apporte plus de travail? Tout dépend de la façon dont vous allez l'envisager. Vous pouvez très bien l'envisager dans le cours même. Vous pouvez l'envisager 1 heure par semaine. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Ça peut être 2 heures par quinzaine, ou ça peut être tout simplement des cours ponctuels. Il y a une question qui émerge ou un thème qui vous semble important et vous allez effectivement décider qu'il va y avoir un cours, alors qu'il peut durer 1, 2, 3 ou pourquoi pas 4 heures avec divers intervenants, et vous allez en faire quelque chose. Donc c'est pas du tout nécessairement
avoir plus de travail, d'autant que, par exemple, l'an dernier, pour PMA, GPA et accès aux origines, les élèves ont pu bénéficier de toutes les fiches de synthèse. Et là, honnêtement, les fiches de synthèse disponibles à l'espace éthique, elles sont d'une clarté. Moi-même, j'ai tout appris, mais je ne l'ai pas dit aux élèves. J'ai fait la sachante, bien sûr. Et bien sûr, les intervenants, on a eu des intervenants formidables qui se sont déplacés. Et sachez que pour les élèves, faire venir un intervenant extérieur, c'est toujours un événement. Et des élèves qui peuvent être infernaux, j'en ai eu aussi dans ma vie, mais ne le dites pas à mes inspecteurs. Eh bien, quand il y a un intervenant, souvent vous faites venir des intervenants, des enfants cachés qui venaient parler de ce qu'ils avaient vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et des enfants qui étaient intenables ne disaient pas un mot et étaient d'un respect absolument incroyable. À la fin, ils remerciaient ces personnes. Pourquoi ? Ils étaient honorés que quelqu'un vienne bénévolement pour eux les voir. Et pour eux, ce n'était pas rien. C'était un événement dans leur vie. Et je crois qu'ils ont besoin aussi de ce respect, ils ont besoin d'événements dans leur vie. Je ne veux pas vous faire un cours de pédagogie, j'en serais bien incapable, mais je n'ai jamais rencontré dans ma vie d'élèves méchants. J'ai rencontré des élèves insupportables. J'ai rencontré des élèves parfois ingérables, abîmés. Je n'ai jamais rencontré d'élèves méchants. Et quelquefois, il n'en faut pas beaucoup pour changer l'attitude d'un élève et pour le repêcher, parce qu'un élève infernal, généralement, il est très malheureux. Alors, il ne s'agit pas de tomber effectivement dans le pathos, etc. Un élève infernal, il faut aussi lui passer un bon savon. Et il en a besoin et il le demande. C'est une façon de lui dire aussi qu'on s'occupe de lui. Le pire, c'est l'indifférence. Mais ce qui est important aussi, c'est de lui dire, eh bien, il y a des gens qui sont importants, qui sont professeurs de médecine, qui sont professeurs d'université, qui prennent du temps pour venir dans cet établissement pour te parler. Et ça, eh bien, pour eux, c'est vraiment une revalorisation de ce qu'ils sont. C'est plus, effectivement, le prof, pour eux, c'est quelqu'un qui vient gagner sa vie. L'intervenant, c'est quelqu'un qui fait quelque chose gratuitement parce qu'il a quelque chose à dire. Donc, sa parole, elle a une autre valeur. Et enfin, pour vous, en tant qu'enseignant et en tant que personne, qu'est-ce que ça vous apporte ? Eh bien, d'abord, il y a quelque chose de très agréable, c'est que vous vous retrouvez un petit peu sur les bancs de l'école. Vous apprenez. Et le danger quand on est prof, c'est qu'il y a un moment où on croit vraiment qu'on est sachant et qu'on s'installe uniquement dans une position de sachant. Et se dire que finalement, eh bien, il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, il y a des tas de choses qui posent problème, qu'il faut encore se former sur un fait qui est quand même important, qui est le fait humain. Je vous assure que ça fait beaucoup de bien et que ça dérouille au vrai sens du terme. Ça redonne de la souplesse intellectuelle. D'autre part, ça permet de renverser un cliché qu'on nous renvoie souvent, c'est que l'école est coupée de la réalité. Ça, vous l'entendrez souvent, oui, mais les professeurs, ils sont dans leur bulle, l'école est coupée de la réalité, tout ce qu'on leur apprend, ça n'a rien à voir avec leur quotidien. Or, avec la bioéthique, c'est tout le contraire. On part de leur quotidien, on parle de leur vécu. On parle effectivement de la souffrance qu'ils voient, qu'ils causent, qu'ils constatent, et c'est vraiment une façon de leur dire, mais l'école n'est pas indifférente à la vie dans laquelle vous êtes ancrés et à laquelle vous participez. Et puis, c'est aussi une façon d'insérer effectivement l'élève dans une idée qui est que la citoyenneté, ce n'est pas un gros mot, qui est qu'on peut faire quelque chose et que c'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour être un acteur de la citoyenneté. C'est que chacun peut parler, peut écrire. Les élèves de l'an dernier ont pris un très grand plaisir à rédiger à la suite, effectivement, de l'atelier. Et il y a cette idée que chaque élève, dans son groupe, dans son petit atelier, il peut faire quelque chose pour participer à dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on voudrait changer quelque chose. Par exemple, pour la révision de la loi de bioéthique, ils ont été portés leur réflexion à l'Assemblée. C'était symbolique, mais pour eux, ça a été excessivement important. Ils ont suivi l'actualité. Quand la loi de bioéthique a été présentée, ils étaient en émoi, ils m'envoyaient des petits mails, et puis ensuite, ça a été « on a gagné ». Et c'est vrai que finalement, ça peut sembler peu important, mais c'est une façon aussi de se dire que cette société-là,
on peut y avoir sa place si on la prend. Et que, il faut forcer un petit peu les choses pour être acteur de cette société, mais qu'on n'est pas forcément laissé de côté parce qu'il y a des tas de moyens d'agir. Et le cours de bioéthique, c'est aussi un moment où on leur dit, mais vous pouvez faire des choses concrètes, et voilà ces choses. C'est pas, ah oui, vous allez faire du tri, ça va être super. Il faut faire du tri, c'est pas ce que je dis. Mais il y a vraiment des éléments très concrets d'action, ici et maintenant, y compris quand on a 17 ans. Et ça, je crois qu'ils en sont profondément fiers. Et un élève qui est fier, eh bien, on se dit que notre métier a quand même beaucoup de sens. Et ça rend du coup le prof heureux et il est moins méchant. Voilà ce que j'avais à dire. Oh, les applaudissements sont...